Dans un instant, vous allez entendre une rencontre avec Catherine Cusset lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mardi 19 juin 2018. Elle était interviewée par Aliénor Mauvigné au sujet de son dernier livre intitulé « Vie de David Hockney », paru aux éditions Gallimard. Bonsoir à tous. Merci d'assister si nombreux à cette présentation du dernier livre de Catherine Cusset qui s'appelle « Vie de David Hockney ». Catherine Cusset, merci d'être avec nous ce soir. C'est pas facile de vous avoir, vous venez de loin, des États-Unis. Il y a marqué roman sur ce livre. J'ai apporté des ouvrages de David Hockney pour qu'on puisse illustrer ce dont on va discuter ensemble ce soir, parce qu'un livre qui parle de peinture sans images, à la fois, c'est une vraie gageure littéraire, mais peut-être que ça peut être pas mal aussi de montrer quelques tableaux importants. La première question que je voulais vous poser, c'était qu'est-ce qui vous a fasciné dans la vie de David Hockney pour que vous ayez envie de consacrer un livre à cette vie Alors déjà, j'aime bien que vous disiez qu'est-ce qui vous a fasciné dans la vie de David Hockney. Je ne sais pas si vous connaissez tous très bien l'œuvre de David Hockney, mais je vous avoue, avec ou sans honte, au choix, qu'avant de commencer ce livre, je ne le connaissais pratiquement pas. Et encore, j'avais vécu à Londres 2 ans. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même le plus grand peintre anglais vivant. J'avais vécu à Londres 2 ans. Pendant que j'ai vécu à Londres, il y avait une très grande exposition des paysages de David Hockney. Et c'est juste comme ça que je le connais, parce que ce nom, en effet, apparaissait. Et donc un jour, je me suis dit, tiens, je vais aller voir son exposition. Je suis allée jusqu'à la Royal Academy, et Crachinais, ce qui est très rare à Londres. Et il y avait une très longue queue. Et j'ai pensé, ah ben non, j'ai pas le courage. Voilà. Donc merci d'être là, d'ailleurs, par un si beau jour. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une éditrice de Gallimard m'a demandé en septembre 2016 si je voulais bien écrire un texte de 40 pages sur l'œuvre de David Hockney. Enfin, c'est un essai très personnel, ce que je voulais écrire sur son œuvre. Elle voulait lancer une nouvelle collection. Ça aurait été le premier livre de cette collection, qui aurait été un livre illustré, qui allait paraître lors de l'exposition à Beaubourg l'été dernier. Et son idée, c'était d'associer une actualité artistique avec les écrivains de la maison. Et elle m'avait choisi moi pour commencer la collection et pour le David Hockney, parce que David Hockney a vécu toute sa vie entre l'Angleterre et les États-Unis, entre Londres et Los Angeles. Et moi, je vis depuis 30 ans à New York. Donc, je ne sais pas si on peut dire entre Paris et New York, mais enfin, je vis à New York et donc je suis bien dans ce va-et-vient entre l'Europe et les États-Unis. Et par ailleurs, elle voyait un lien, elle avait dû sentir un lien entre mon écriture et le travail de David Hockney. Et je dois vous dire que, après avoir fait 6 mois de promotion et la façon dont je parle de son écriture, je pense qu'il y a de son, vous voyez, ça a commencé. De sa peinture, il y a une sorte d'identification, il y a quelque chose qui a fait que son trajet d'artiste m'a passionnée. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à lire des livres sur lui, et tout de suite, il y a quelque chose dans sa vie dont on va parler, dans son trajet, dans sa personnalité. Il y a énormément de choses écrites sur lui. Il a écrit déjà 2 livres autobiographiques sur sa jeunesse. Il y a une très très grosse biographie en anglais en 2 volumes. Il y a plein de livres d'entretien. Il y a des catalogues. Enfin, il y a des films sur lui. Il doit y avoir au moins 5 ou 6 films. Il y a une énorme bibliographie, un énorme matériau, mais absolument rien comme le livre que j'ai écrit qui s'appelle Roman. Et pourtant, tout est vrai dans mon roman. Alors, je ne sais pas si c'est votre deuxième question. Oui, mais on va enchaîner, c'est très bien. Parce qu'effectivement, pourquoi est-ce que vous avez appelé ce travail roman ? J'ai pas du tout répondu à votre première question. J'ai pas dit qu'est-ce qui m'a fascinée. Je ne le savais pas. Oui, vous dites que vous avez commencé par lire des livres sur David Hockney. J'ai commencé par lire et tout de suite, je l'ai vu vivre. Je l'ai vu vivre. Et donc, j'ai dit à la éditrice chez Gallimard, est-ce que je peux, au lieu d'un essai sur son œuvre, écrire quelque chose de biographique ? Elle m'a dit, vous faites ce que vous voulez, mais elle avait une limite de 40 pages. Et très très vite, j'ai compris que j'allais largement dépasser 40 pages et qu'il n'y avait pas besoin d'illustration pour ce livre. Au contraire, c'était un livre qui allait retracer le trajet du créateur de l'intérieur. C'était essayer d'imaginer,
Au contraire d'un historien de l'art ou d'un critique d'art qui voit l'œuvre achevée, qui la juge comme ça, a posteriori, en la plaçant dans l'histoire de l'art, en se mettant à l'extérieur, moi je voulais retourner à l'intérieur. Comment est-ce qu'il est arrivé à peindre ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Quel est le lien entre sa vie et cette création-là ? Quel est son lien évidemment aussi aux autres artistes ? Mais quel est son trajet d'artiste ? Donc qu'est-ce qui me va fasciner ? Je pense que je peux y répondre maintenant, mais je ne le savais pas quand j'ai commencé, c'est sa liberté. C'est quelqu'un d'extrêmement libre, qui ne s'est jamais laissé enfermer par rien, qui vient d'une famille pauvre, pour qui être un artiste quand il était enfant, ça n'existait pas. Il est né dans la ville de Bradford, dans le Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre. Et donc, qu'est-ce que c'était un artiste quand il était petit ? C'était quelqu'un qui faisait les cartes de Noël et qui faisait les posters de cinéma. Et David Hockney a grandi dans une ville dans laquelle il y avait 40 cinémas, donc il y avait beaucoup de posters. Il pensait que ce serait drôlement bien, quand je serais grand, de pouvoir faire les posters de cinéma et les cartes de Noël. Et peut-être que le soir ou le dimanche, je pourrais dessiner ce que j'ai envie de dessiner. Voilà, donc c'était ça, être un artiste. Donc il vient de très loin, et il a aujourd'hui, peut-être que vous ne le connaissez pas tous, mais une notoriété. C'est donc le peintre anglais vivant le plus connu, dont les œuvres, il faut bien le dire, les peintures, se vendent entre 2 et 20 millions de dollars aujourd'hui. C'est un monsieur très très riche, vraiment un peintre très important et probablement, on ne peut pas le savoir aujourd'hui, mais probablement destiné à durer quand même. C'est pas du tout ça, son succès, moi, qui m'a attiré d'aujourd'hui. C'est vraiment tout ce qui a conduit là, cette espèce d'incroyable foi en lui. C'est ce qui m'a en fait beaucoup surprise quand donc l'éditrice m'a demandé si je voulais faire ce travail. J'ai dit bon, je vais d'abord aller regarder sur l'internet ses œuvres. Parce qu'évidemment, je ne le connaissais même pas. J'avais une vague image, je ne sais pas, même pas si je connaissais des piscines. Et je vois des tableaux, des piscines, des portraits qui me plaisent beaucoup d'ailleurs, beaucoup de bleu, enfin très très colorés, mais aussi des choses très différentes, qui avaient l'air plus abstraites, des photos, Je ne comprenais pas très bien comment il y avait des choses si diverses. Et tout ne me plaisait pas d'ailleurs. Je crois que ce que je préférais, c'est ce qui sont aujourd'hui ces œuvres iconiques des années 60-70. Et aussi la décennie, tous les paysages qui sont absolument magnifiques. Enfin, il y a des choses très, très, très diverses dans l'œuvre de David Hockney, mais il faut quand même savoir que c'est quand même de façon dominante du figuratif. Alors, pourquoi roman ? On y vient parce qu'on sent que vous êtes très attaché effectivement à sa vie. Vous êtes très précise dans les différentes étapes. Alors, certes, vous lui inventez des pensées, mais quand même, on sent un fil très précis pour raconter la vie de David Hockney. Oui. Pourquoi roman ? Ça, c'est la première chose, en effet. Et quand j'ai envoyé le livre au commissaire de l'exposition à Beaubourg, avec qui j'avais un petit peu communiqué avant et qui me tenait un peu... Enfin, bon, vous savez, les historiens de l'art, les grands commissaires d'exposition, c'est un autre monde qui est quand même un monde très précis. Qu'est-ce que c'est cette romancière qui débarque comme ça et qui s'empare d'un de nos peintres ? Bon, il m'a répondu qu'il avait été vraiment impressionné. J'avais fait mon homework, je ne sais pas comment dire en français, mes devoirs, mais mon travail préparatoire, tout était là, il n'y avait pas d'erreur et c'était extrêmement précis. À vrai dire, il pouvait être un peu impressionné parce que j'ai repéré une erreur dans son exposition qu'il n'avait pas repérée. Je lui ai écrit un moment, je lui ai dit « Cher monsieur Ottinger, il y a ce dessin de David Hockney qui représente sa mère. C'est un dessin qu'il a fait juste après la mort de son père. Et il y a écrit en dessous février 1978, mais c'est impossible, son père est mort en février 79. » Et alors Ottinger m'a répondu une ligne. Voilà qui prouve que nous avons raison. Même pas chère Catherine ou chère madame. Non, voilà qui prouve que nous avons raison. Avec un lien. Et le lien renvoyait à un article dans un journal anglais où David Hockney parlait de la mort de son père en février 78. Moi, j'ai répondu à Ottinger, je suis désolée, c'est pas possible. Ah, vous avez insisté parce qu'effectivement la réponse était lapidaire et ne tolérait pas de réponse quand même. Hein. Voilà, j'ai dit c'est pas possible parce que... Et alors, j'en parlais à mon mari, il me disait mais quelle importance qu'il soit mort en 60. Quelle importance que ce soit 78 ou 79, pourquoi tu es attaché ? Enfin, quelle importance ? Mais justement, je crois que c'est ça le projet du livre. C'est-à-dire que dans votre vie, ce qui vous arrive à un certain moment n'arrive pas à un autre moment. Il y a eu des changements dans la vie de David Hockney qui se passent vers 78-79, que son père soit mort ou 78 ou en 79, c'est un événement très important pour lui. C'est pas pareil. C'est juste pas pareil. Moi, ça me posait un vrai problème. Je suis très très attachée à la cohérence psychologique d'un personnage. J'ai besoin de comprendre les rouages. Qu'est-ce qui se passe ? Et tout à coup, 78, je pensais mais j'ai tout faux. 78 ?
Mais donc, quand il a fait les décors, son père n'était pas encore mort, mais non, son père était allé assister au spectacle, c'est pas possible. Donc vraiment, j'ai répondu, c'est juste pas possible. Et là, il a contacté David Hockney, enfin, l'assistant de David Hockney, et il m'a juste, 15 jours plus tard, il me l'a pas dit, parce que j'ai pas eu de réponse. Et 15 jours plus tard, il m'a fait suivre, sans un mot, le message de l'assistant de David Hockney qui disait, en effet, David a commis une erreur de date sur le dessin et a préféré le laisser comme ça. Voilà, enfin bon, ça c'est vraiment pour la petite histoire. Et donc il y a en effet une matière, biographique, des faits. D'abord, j'ai pas le droit, vous savez quand même qu'il est vivant, il a 80 ans, il est né en 37, il va avoir 81 ans en juillet. Je me suis emparée de la vie de quelqu'un de vivant. J'ai pas le droit de raconter n'importe quoi. En plus, c'est un monsieur très connu, c'est un très grand artiste qui est très soucieux de son image d'artiste. On ne peut pas raconter n'importe quoi sur lui. Vous pouvez imaginer ce qui va m'arriver tout de suite. Vous pouvez bien imaginer ce que je craignais. Le procès. Alors le procès peut être une bonne chose parce que ça peut donner une publicité sans doute intéressante. Peut-être que j'aurais vendu beaucoup plus de livres. C'est possible. Mais à vous dire la vérité, j'avais extrêmement peur. Et comme j'ai un mari, ça fait deux fois que je le nomme, non, je ne sais plus, un mari qui est roumain, dans le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, roumain, paranoïaque, théorie de la conspiration. Donc mon mari m'a tout de suite dit, c'est du délire, n'écris pas ce livre, ne publie pas ce livre, tu te rends pas compte, tu es folle, nous allons tout perdre. Bientôt nous vivrons sous un pont à New York ou à Paris. Ah oui, quand même. Il avait vraiment très très peur. Donc je vous raconte pas mes négociations avec Antoine Gallimard. J'ai exigé d'ailleurs qu'un avocat lise le livre. Enfin vraiment, moi j'avais une très grande peur. Antoine pas trop, parce que le jour où j'ai déjeuné avec lui, Antoine Gallimard, il m'a dit oui, cet artiste, oui, tu dois beaucoup aimer ces images, cette femme toute seule dans un bar. Non. Non, Antoine, ça c'est Edward Hopper. Je te signale juste que David Hockney est vivant. Vivant, tu vois, vivant. Donc, pouvant faire un procès. Voilà. Donc, mes peurs, voilà. Donc, voilà. Alors, je n'ai toujours pas répondu à votre question. Non, mais c'est pas grave. C'est à cause de la façon dont le livre est né en moi. Et ce livre, d'ailleurs, est né sur les talons d'un autre livre. En septembre 2016, quand on m'a proposé d'écrire ce livre, je venais de publier L'autre qu'on adorait. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. C'est un livre très important pour moi. On peut d'ailleurs, d'après moi, se tromper sur la façon dont je lis ce livre que j'ai écrit, n'est pas forcément celle dont le liront les lecteurs, mais c'est un livre écrit à la deuxième personne, un garçon, c'est l'histoire d'un garçon, de ses 17 ans à ses 39 ans. Il part étudier aux États-Unis à 23 ans, il se suicide à 39 ans, et le livre raconte son histoire de ses 17 ans à ses 39 ans. Il est écrit à la deuxième personne, et pour moi, cette deuxième personne n'est pas du tout une adresse. Je ne suis pas en train de lui écrire une lettre, ni de m'adresser à lui en se rappelant notre amitié. Pour moi, c'est un tu de lui à lui-même. Pour moi, on est dans sa tête. Et ce livre, c'est un livre dans lequel j'ai fait un énorme travail romanesque, c'est-à-dire, tout est vrai aussi. Ce que je me rappelais de sa vie, c'est basé sur la vie d'un ami à moi, d'une vraie personne qui a vécu et qui est mort à 39 ans. Tout ce que je me rappelais, mais j'ai une mémoire très précise, donc j'avais des phrases qui flottaient, j'ai tout reconstitué à partir des souvenirs que j'avais, par intuition, par déduction, aussi j'ai questionné des gens. Et cette histoire, donc, il a découvert à 38 ans qu'il était bipolaire, et voilà, il est mort à 39 ans, il y a un taux de suicide de 25% chez les bipolaires, et nous ne le savions pas. Ce roman est un roman très important pour moi, donc déjà, rentrer dans David Hockney, c'était une façon, au moment où je commençais la promotion de L'autre qu'on adorait, ça m'a beaucoup aidée. L'autre qu'on adorait, c'est un livre qui m'a habité pendant 3 ans. Et c'était quelque part une porte de sortie. Je me suis accrochée à David Hockney et hop, je suis partie avec lui. Mais en même temps, il s'est passé, quand j'ai commencé à lire sur David Hockney, la même chose qui s'était passée avec Thomas dans L'autre qu'on adorait. Je l'ai vu vivre. Et pour moi, c'est le même genre d'écriture. C'est une écriture à partir du réel. Thomas, c'était quelqu'un de vrai, il ne s'appelle pas Thomas, mais je n'ai rien inventé. Sa vie, j'ai voulu qu'elle soit la plus proche du réel possible. David Hockney, je n'ai pas le droit d'inventer, c'est le plus proche du réel possible. Mais à partir de là, je construis un personnage, une intériorité. J'imagine, en effet, les pensées, les sentiments. Et ça donne un livre complètement différent d'un livre qui serait écrit par un historien de l'art ou par un biographe. Et j'avais extrêmement peur, évidemment, donc de la réaction des proches alors c'est peut-être votre troisième question, des proches de Hockney à ce livre. Mais je vais comme ça le dire rapidement parce qu'on m'a tellement souvent posé la question. J'ai écrit le livre sans rencontrer David Hockney. C'était pas possible de le rencontrer parce que finalement, je prenais dans l'écriture de ce livre une liberté qui est un peu celle qu'il a aussi dans son travail. Il n'était pas question que je sois limitée par sa vision de sa vie. Aujourd'hui,
il a écrit des livres en 75, en 93, où il était beaucoup plus proche de son passé. Et je pense que la mémoire, plus on avance dans le temps, se réduit et filtre. Et on a une sorte de discours tout construit. Je voulais voir le passé tel qu'il l'a écrit en 75 ou en 93. Et de toute façon, si je voulais le rencontrer maintenant, il y a un film qui a été fait en 2016. Enfin, j'ai l'impression de le connaître. Je l'ai vu dans les films, je l'ai vu pas. J'ai tout lu sur lui. Et j'avais trop peur, si je lui annonçais le projet, qu'il veuille le lire, enfin, qu'il ait un droit de regard, et donc un droit de censure. Et j'avais aussi peur qu'il soit un monsieur très gentil et que j'ai envie de lui plaire. Et que ça soit aussi une forme de censure d'avoir envie de lui plaire. Donc voilà, donc il n'était pas question de le rencontrer, donc j'avais très peur. Et j'ai envoyé le livre à sa parution à son lui, il ne lit pas le français, David Hockney, mais son assistant est français. Et son assistant, qui s'appelle JP dans le livre, et c'est le nom que lui donne David Hockney, m'a téléphoné un jour pour me dire que c'était pour lui le livre où David Hockney était le plus vrai et le plus vivant. Donc c'est vrai que ça m'a fait un immense plaisir parce qu'il y a une grande liberté d'interprétation et donc pour lui, il est allé dans le sens, et il le connaît, hein, c'est son assistant, il vit avec lui tous les jours depuis 15 ans, donc il le connaît vraiment. Alors je ne sais pas si David Hockney pensera la même chose quand il lira la version en anglais, on verra dans un an. Alors comment on fait pour inventer quand même la vie de cet homme, puisqu'il faut bien que vous lui inventiez des pensées, des micro-faits, dans quel bar va-t-il, qu'est-ce qu'il boit quand il arrive dans le bar, des bribes de conversation que vous rapportez. Comment on fait pour inventer ça, tout en étant, vous le disiez vous-même, nourri d'une documentation absolument extraordinaire, à la fois autobiographique, puisqu'il a beaucoup écrit sur sa vie, j'allais dire ce qui n'est peut-être pas forcément le plus objectif, et universitaire et d'histoire de l'art. Donc comment vous avez réussi à trouver votre place, et en plus les peintures là-dedans, qui je suppose ont dû éclairer aussi votre vision de David Hockney et votre vision de sa vie. Est-ce que sa vie vous permettait de lire différemment ses peintures, ou est-ce qu'à travers ses peintures, vous cherchiez des éléments de compréhension, des éléments marquants dans sa vie? Est-ce que c'est clair? Oui, je crois qu'en fait, au bout du compte, le but du livre, c'était quand même d'arriver à comprendre comment il était arrivé à cette œuvre. Donc c'était quand même le but, c'était pas la vie, c'était l'œuvre, quoi. C'était vraiment le trajet de l'artiste. Je pensais que ce serait peut-être mieux de lire un tout petit bout pour donner en fait un exemple, un tout petit exemple. Donc quand il est encore très jeune, il a à peine 18 ans. Au bout de 2 ans d'école, il eut l'audace de proposer 2 tableaux à la galerie d'art de Leeds pour l'exposition biannuelle des artistes du Yorkshire. Le pire qui pouvait se produire, c'était d'être refusé. À sa surprise, ses peintures furent acceptées. Il fallait donc oser, aller au-delà de ce qui se faisait ou ne se faisait pas, et les choses arrivaient. Il n'eut pas l'indécence de mettre un prix à ces tableaux, il n'était qu'un élève. Au vernissage, où l'on servait des sandwichs et du thé gratuit, il sentit la joie d'une présence légitime dans cette galerie où son travail était exposé. Il n'avait que 18 ans, et il était l'un d'eux. Il avait convié ses parents, leur fierté à voir les 2 œuvres de leur rejeton suspendues à côté de celles de ses maîtres redoublait la sienne. Peu après leur départ, un homme s'approcha de David et lui offrit 10 livres pour le portrait de son père. 10 livres! Plus du quart de sa bourse! De quoi vivre pendant 3 mois? Pour quelque chose qu'il avait fait par plaisir. Il ouvrait la bouche pour dire oui quand il s'avisa que la toile ne lui appartenait pas. Son père avait payé le canevas. Lui-même s'était contenté de la peindre. Un instant, il se précipita pour téléphoner à son père, qui fut satisfait d'apprendre qu'on souhaitait acheter son portrait en dépit de la couleur boueuse que son fils lui avait appliquée sur le visage contre ses meilleurs conseils, sous prétexte qu'on peignait comme ça aux beaux-arts. Ses 10 livres en poche, David n'arrivait toujours pas à y croire et appela sa mère. « Maman, j'ai vendu papa. » C'est vrai que cette anecdote, par exemple, il y a beaucoup de petites choses comme ça, de petites anecdotes qui sont surtout évidemment dans la première moitié de sa vie, la première moitié du livre, parce qu'il y a ces 2 livres autobiographiques qui datent de... Alors celui de 75, il est plein d'anecdotes. Celui de 93, il a déjà tendance à ne plus parler que de son travail. Et après, c'est fini. C'était beaucoup plus difficile vers la fin du livre, parce qu'il a vraiment fallu... que je trouve une question à laquelle je répondais dans mon chapitre. Il fallait à chaque fois qu'il y ait une question importante comme ça. J'ai dû poser un certain nombre de questions. Comment devient-on artiste au début, quand on est un garçon pauvre né dans le Yorkshire? Je ne me rappelle plus d'ailleurs, j'aimerais bien vous dire quelles sont les questions que je me suis posées. Je n'ai pas le papier avec moi. Je me rappelle qu'à chaque fois, il faut que j'ai une question essentielle. Il faut que chaque chapitre réponde à une question essentielle. Donc à partir de là, j'ai fait des choix.
Et je n'ai pas donné la même place. Il y a quelques scènes qui ont été très très importantes, qui pour moi ont été des scènes éclairantes, des scènes pivotales, des moments où vraiment où j'ai vu quelque chose basculer. Et j'ai donné donc dans mon livre une importance très importante à ces moments-là. J'ai aussi réinventé. Quand il rencontre Peter Schlesinger, qui est son grand amour, en Californie, quand il a 29 ans et Peter 18 ans, on sait que c'est son... Voilà, il en parle assez peu d'ailleurs, mais on sait que c'est son grand amour. Ils ont été 5 ans ensemble, et puis il y a eu cette histoire de cette rupture qui a duré encore 4 ans. Mais il y a très peu de détails. Et moi, l'histoire de cette histoire d'amour était très importante, non pas parce que pour l'anecdotique, c'est pas la question, mais c'est plutôt parce que il a traversé cette immense crise, David Hockney, au moment où il est devenu un peintre très connu. Donc, au moment de l'amour avec Peter, ce qui est assez fascinant, c'est que c'est le moment où il a peint ces peintures iconiques. Vous oubliez votre travail, ma chère Aliénor. Alors, d'abord, il y avait mon père qu'il fallait montrer. Alors, attendez, on va montrer mon père. voilà. Le portrait boueux, là, celui qu'il a vendu 10 livres. C'est la première fois qu'il s'est rendu compte que ça se vendait, ces trucs-là. On pouvait avoir de l'argent contre. Il n'en revenait pas. C'est ça, cette idée qu'il n'en revient pas. Vous voyez, un biographe ne va pas tellement insister là-dessus. C'est juste que c'est quelque part rentrer dans sa tête et imaginer ce petit garçon du Yorkshire qui va devenir cet immense artiste. Alors, il y a quand même une chose dont je n'ai pas encore parlé, qui est quand même un peu essentielle, un tout petit peu essentielle. C'est qu'il a découvert une autre chose, David, quand il est enfant dans le Yorkshire. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un artiste, mais aussi, il va peu à peu se découvrir lui-même et découvrir que ce qui l'attire, ce sont les garçons. Et alors là, je peux vous garantir une chose, c'est qu'il n'avait jamais rencontré d'homosexuel. Jamais. Et c'était pas évident. Il est né en 1937. Donc imaginez un peu les années 50 en Angleterre. Jusqu'en 1967, l'homosexualité est punie par le code pénal comme un crime. Donc c'est quand même pas une chose évidente. Il a d'ailleurs fait un choix. Alors voilà, vous avez montré ce tableau. Mais ça, c'est un tableau qu'il a fait à son retour de New York en 61. Et qui s'appelle Brossage de dents, c'est ça ? Brossage de dents early evening. Donc brossage de dents tôt le soir, début de soirée. Alors vous voyez ces deux personnages dans une position que je n'ai pas besoin de nommer, je pense que même de loin vous la voyez. On voit l'humour de David Hockney qui remplace les membres par ces tubes de dentifrice Colgate. Il peint ce tableau à son retour de New York. Et c'est vrai qu'une des choses qui a dû le frapper à New York, c'est simplement l'hygiène buccale des Américains, ce qui n'était certainement pas le cas des Anglais au début des années 50. Alors pour retracer un tout petit peu son histoire, je ne sais pas, non, je ne devais pas me rentrer dans une conférence, je vais vous laisser poser la prochaine question, non. Mais c'est compliqué à gérer. Mais parce qu'en même temps, c'est vrai que votre livre invite à ça, et je pense que la façon dont vous avez investi la vie de David Hockney invite à ça aussi. Donc moi, je veux bien montrer les tableaux que vous me nommez. Si, il y a une chose dont je voulais qu'on parle, mais vous pouvez digresser sans aucun problème. Vous présentez David Hockney comme quelqu'un, effectivement, d'une liberté absolument extraordinaire, qui n'a peur de rien, presque, assez prévenant vis-à-vis de son entourage, j'allais dire presque parfait. C'est pas un peu idéalisé, ça ? Je sais pas s'il est présenté comme ça ou pas, et s'il est idéalisé ou pas. Je crois qu'il y a ça d'un côté, il y a aussi d'autre côté quand même une très grande peur de la solitude. Je pense qu'on la sent aussi dans le livre. Oui, qui serait sa part obscure, parce qu'on sent qu'elle est motivée de façon très égoïste, qu'il y a quelque chose de très... Et puis, il a quand même été au moins 2 ou 3 fois vraiment très très proche du suicide, au moment de la rupture avec Peter, au moment de la mort de sa mère. Et puis, avec aussi un sens aussi je dirais du business, du commerce, quelque chose chez lui de très malin. En tout cas, lui, il n'est pas idéaliste uniquement. Peut-être que moi, je suis idéaliste, mais pas lui. Je sais pas, je crois que le livre est quand même assez rapide, 180 pages, il y a tout son parcours d'artiste. Moi, je voulais qu'on parvienne, parce que là, on est dans le tout début, on vient de montrer seulement ces images du tout début. En fait, il entre donc à 22 ans dans la plus grande école d'art d'Angleterre, qui est le Royal College of Art, et il découvre à ce moment-là que la peinture, elle est abstraite ou elle n'est pas. Qu'en fait, l'art figuratif, ça n'existe plus, c'est le 19e siècle, et que si on veut être un artiste contemporain, si on veut exister comme artiste contemporain, il faut être un artiste abstrait. Il est très soucieux, très inquiet d'être un provincial, David Hockney, donc on pourrait se moquer de lui, le ridiculiser. Il est très prudent. Et puis pendant 1 an, il peint des choses abstraites, et en fait, il s'ennuie terriblement, et il devient extrêmement déprimé.
C'est donc quelque part son corps, son désir qui va décider pour lui. Et à un moment, il parle avec un de ses camarades qui s'appelle Ron Kitaï et qui lui dit cette phrase qui pour moi est essentielle dans mon livre, qui est presque le Sésame, ouvre-toi de Hockney, et que pour moi sans doute est essentielle dans mon écriture aussi. Donc je crois que c'est là où il y a une sorte d'identification. Cet ami lui dit: tu n'as pas besoin d'être contemporain puisque tu vis dans ton époque. Donc ne te soucie pas tu es de toute façon contemporain, tu vis dans ton époque. Peins ce qui compte pour toi. Et c'est cette idée, peins ce qui compte pour toi. Que la peinture soit simplement en rapport avec son propre désir, ce qu'il a envie de peindre. Et David Hockney va passer sa vie à aller à contre-courant. À partir de là, il se met à repeindre figuratif, et il va y avoir donc ces très 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 beaux tableaux. On va peut-être avancer un peu. On va montrer un peu les doubles portraits, donc après la rencontre avec Peter. Alors, on parlait des tableaux iconiques, je vais vous en montrer quelques-uns. Oui. Avec. Alors il part vivre en Californie en 66, c'est là où il rencontre Peter Schlesinger. Donc lui, il a 29 ans, et il s'installe en Californie en 66. Et il peint, donc celui-là s'appelle The Bigger Splash, très connu. Il peint tous ces tableaux de piscine. C'est en Angleterre qu'il a été connu comme le peintre de la Californie, de la lumière. Ce sont des tableaux très modernes avec des lignes géométriques. Ce qu'il peint est toujours très, très carré, très géométrique. Moi, j'ai lu le livre comme chaque chapitre étant... j'allais dire une charnière, soit une charnière dans la vie même de David Hockney, une rencontre ou une rupture ou un voyage, la découverte de Los Angeles. Vous racontez lui arrivant européen, pensant qu'il pourrait tout faire à pied ou à bicyclette, et effectivement à Los Angeles c'est quand même un petit peu plus compliqué. Et donc des révélations comme ça qui arrivent dans chaque chapitre. Et ça peut être aussi la révélation à travers l'histoire de la peinture d'un tableau. C'est pour ça que je montre celui-ci qui est un tableau sur lequel il a beaucoup peiné, qui est, vous me corrigerez si je me trompe, parce que vous êtes plus spécialiste que moi, qui est donc ce jeune homme qui est le fameux Peter qui vient de le quitter, et dont David Hockney ne se remet pas de cette rupture, et qui veut le peindre, et qui a longtemps... il y a toute une histoire de perspective, et de rapport à la perspective dans la construction de ce tableau. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? C'est vrai que je parle beaucoup de ce tableau à la fin de ce chapitre sur Peter, et pour le coup, c'est vraiment une interprétation que j'ai donnée. Je ne sais pas si David Hockney sera d'accord ou pas. Donc ce tableau s'appelle Portrait d'un artiste. Et le jeune homme sur la margelle de la piscine, c'est donc Peter, mais ce n'est pas Peter qui a posé, car ils avaient déjà rompu. Alors, on n'est qu'au deuxième chapitre de mon livre, il y en a 5. Et c'est sûr que pour fur et à mesure qu'on évolue dans le temps, la question amoureuse n'est plus aussi importante. Elle est surtout importante quand David Hockney a 20, 30 ans. Et cette rupture a été extrêmement douloureuse. Et donc, il a peint ce tableau. En fait, on aurait dû commencer plutôt par ce tableau-là. Ce tableau de Christopher Hedon. C'est son premier double portrait. Je crois que c'est un de mes tableaux préférés. Je ne sais pas si vous le voyez bien ou pas. Quand il est arrivé en Californie, donc quand il vivait avec Peter en Californie, il a peint une série de doubles portraits, ce qu'il a appelé les doubles portraits. Déjà, il faut se rendre compte que le portrait n'était pas du tout un genre à la mode. Il était vraiment à contre-courant. Il pouvait apparaître comme complètement réac, pas du tout un peintre intéressant. Il faisait ce qu'il voulait. Donc, peins ce qui compte pour toi. Donc, pourquoi ces deux hommes dans ce tableau ? Ce sont ses meilleurs amis. C'est l'écrivain anglais qui est là, Christopher Isherwood, et son petit ami qui s'appelle Don Bacardi, qui est peintre et qui a l'âge de David, alors que Christopher Isherwood avait 35 ans de plus. C'est un couple homosexuel, un couple gay. Ils sont ensemble depuis déjà une quinzaine d'années. Et David Hockney est fasciné par... C'est le premier couple de longue durée qu'il rencontre. Mais c'est mon interprétation. Vous dire la vérité, pourquoi a-t-il peint ce tableau ? Je ne le sais pas. Et s'il y avait une question que j'aurais aimé lui poser, si je l'avais rencontré, c'est d'où vous est venue l'idée de ce tableau ? Pourquoi ? Et j'ai essayé d'avoir la réponse. Bon, je vous ai dit que je ne pouvais pas contacter David Hockney, puisque je ne voulais pas qu'il sache que j'écrivais ce roman. Donc j'ai contacté Peter Schlesinger, qui est un artiste new-yorkais et qui a une adresse email. Et j'ai envoyé un email disant, voilà, je suis une journaliste française, il y avait l'exposition à Paris, et j'écris un article pour un journal sur le tableau le double portrait de Christopher Hedon. Et je suis juste curieuse de savoir un peu l'origine de ce tableau. Et comme à l'époque, vous viviez avec David Hockney à Los Angeles, est-ce que vous accepteriez, puisque j'habite New York, de me rencontrer et de me répondre ? Moi, j'ai jamais eu de réponse.
Il a dû se dire encore une qui me contacte uniquement à cause de David Hockney. Furieux, il n'existe pas. C'est horrible d'exister que comme, vous savez, autour d'une comète comme ça, que comme quelqu'un dans l'entourage. En plus, David Hockney a dit du mal de lui récemment, alors qu'il avait tellement souffert à cause de cet homme. Il raconte un dîner il y a une dizaine d'années à New York et il dit mais il était avec son petit ami, il mangeait bio, sans gluten, pas de vin, pas de cigarette, il fallait qu'il soit couché à 10h du soir. Mais qu'est-ce que c'est que cette vieille fille? Non mais vraiment, c'était ça. Parce que c'était un fumeur à la chaîne, vraiment. Alors là, David Hockney, acharné, enfin, vraiment ne supportant pas les gens qui ne supportent pas la cigarette. Vous savez, je l'ai rencontré, en fait, David Hockney, à New York, là, récemment, le 8 mai. Je l'ai rencontré. Et il savait qui vous étiez, que vous aviez Ah oui, écrit je ne l'ai ce pas livre. rencontré par hasard. Ah oui. Nous avions rendez-vous. Et il m'a raconté une petite anecdote très très jolie, qui n'était la seule chose, parce que à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il citait mon livre. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais très bien renseignée. Il dit toujours la même chose. Donc tout ce qu'il disait était déjà des phrases de mon livre. Donc j'attendais, je me disais, bon, ben, au moins c'est bien, il n'y a rien de nouveau. Puis il y a eu une petite anecdote qu'il a racontée, elle n'était pas dans mon livre, elle est très jolie. Je vais vous la raconter, comme ça vous fera un petit scoop. J'attache aussi un grand rôle à un autre passage. Comme de toute façon, vous lirez le livre si vous voulez savoir son histoire, parce que je pense qu'ici, on n'aura pas le temps. Mais il y a des moments de rupture dans sa peinture. La rupture avec Peter, il rompt avec la peinture figurative. Vous verrez ce qui se passe après. Et à un moment, en 2003, oui, je passe beaucoup plus tard, 2002, il se trouve à Londres. Il est dans un moment de charnière où il ne sait plus très bien ce qu'il va peindre. Il se fait peindre lui-même par le peintre Lucian Freud. Et tous les jours, il traverse Holland Park. Et quand j'ai écrit mon livre, à un moment, je me suis posé la question, mais pourquoi mais qu'est-ce que ce peintre qui peignait des portraits, des piscines, et puis ensuite des photomontages, qui s'est mis à faire travailler avec la photo, à travailler avec les ordinateurs, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout à coup il s'est mis à faire des paysages pendant 10 ans de sa vie? Des paysages, des arbres pendant 10 ans de sa vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc j'ai chercher à nouveau, parce qu'il n'en parle pas. Il ne parle pas des moments de rupture et de charnière. Il ne parle pas de ça, lui. D'ailleurs, je vois bien comme écrivain, on oublie d'ailleurs ce genre de moments. Les moments où les choses se passent, je ne sais pas ce qu'il en est pour votre mari, mais le moment où on commence un livre, mais on ne se rappelle pas l'espèce d'intuition première. Ouais. Et donc, quelque part, j'ai essayé de réinventer, mais en étant la plus cohérente, en essayant de deviner, je ne sais pas comment dire, c'est comme un travail de voyance. J'étais là à me pencher sur David Hockney. Ok, ce moment-là, il n'est plus en train de peindre. Il se demande ce qu'il va peindre. On est en février 2002. Il est dans un moment de vide, à se dire quelle va être sa prochaine œuvre. Il ne sait pas. Il est dans un moment de flottement. Sa mère est morte 3 ans avant. Il a eu une très grande dépression. Il a travaillé sur ce livre sur les artistes. Enfin, il est à un moment de creux. Il se fait peindre par Lucian Freud. Et tous les jours, il traverse Holland Park au mois de mars, de la mi-mars à la mi-avril. Alors, je suis allée à Londres l'année dernière en mars et j'ai traversé Holland Park. Mais c'est inouï, c'est l'explosion du printemps. C'est l'explosion du printemps. Lui, il vivait en Californie depuis 20 ans. Il n'avait pas vu le printemps depuis 20 ans. Ça, il l'avait dit quelque part. Oui, ça, vous en parlez dans votre livre. Ça, il l'avait dit. J'ai lu une phrase quelque part où il dit, oui, ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas vu un printemps. Mais je suis allée sur et j'ai pensé, mais voilà, il a été saisi, littéralement, par la nature. Et donc, j'en parle dans mon livre. Et donc, j'évoque ça lorsque je déjeune avec lui le 8 mai. Et je lui dis, oui, j'ai compris que ça a été très important, ce moment à Holland Park. Et il me dit, oui. Puis en plus, je savais qu'il était sourd, donc je me dis, le regard, il va y avoir une acuité du regard encore plus grande. Et il me dit, oui, un jour, j'étais dans Holland Park et je m'assieds sur un banc. Je me dis, ah zut, j'ai pas pensé à l'asseoir sur un banc. Et bien sûr, j'avais une cigarette. Il a toujours une cigarette à la main, donc j'avais ma cigarette. Et sur la pelouse, il y avait un lapin noir. Et donc, je regarde ce lapin noir sur la pelouse, et tout à coup se pose à côté de lui un magpie. Alors, un magpie, excusez-moi, je ne sais pas la traduction en français, c'est une pie. Voilà, il m'a dit que c'est un oiseau noir et blanc. Une pie, ça ressemble à ça. Je ne connais pas bien. J'allais vous dire, c'est un oiseau noir, une pie noire et blanche. Donc, il y a un lapin noir, une pie noire et blanche. Et sur le chemin, parce qu'il était sur le bord d'un chemin, arrivent 3 filles, 3 joggeuses, en train de courir comme ça, et l'une d'elles se tourne vers David Hockney et fait ce geste, parce qu'il est en train de fumer. Et il me dit, avec son délicieux accent anglais, David Hockney, elles n'ont pas vu ni le lapin, ni le magpie. Elles ne s'occupaient que de leur corps.
La romancière Catherine Cusset échange avec Aliénor Mauvigné au sujet de son dernier roman, Vie de David Hockney, à la librairie Ombre Blanche, le 19 juin 2018. On trouve plein de moments comme ça dans votre livre. C'est-à-dire qu'on a vraiment la sensation, en lisant cette vie de David Hockney, que Hockney fait feu de tout bois pour rester perpétuellement en éveil et dans la création visuelle, artistique et visuelle, qu'il est sensible aux couleurs, qu'il est sensible aux formes, qu'il est sensible aux lignes, qu'il est sensible aux technologies, la façon dont vous racontez sa découverte du Polaroid, par exemple, de la photographie et l'usage qu'il va en faire. On le sent dans une boulimie perpétuelle, d'en avoir toujours plus plein les yeux et plein les mains pour créer et inventer quelque chose. Oui. Ça, c'est quelque chose que vous avez lu dans ses écrits, qui traverse ses écrits, ou c'est l'impression, vous, de créatrice face à un appétit d'autres créateurs qui vous a fasciné, justement? Alors, c'est un peu un mélange des deux. Je vais donner 2 exemples. Donc, à la fin de la rupture avec Peter, donc ces tableaux se vendaient déjà vraiment assez bien. Hein. Le portrait d'un artiste, là, le portrait de Peter, je ne voulais pas raconter l'histoire, c'était trop compliqué, donc vous le lirez dans le livre, mais c'est un tableau qu'il a fait quelque part pour que Peter revienne. Peter n'est jamais revenu. Ce tableau s'est vendu tout de suite $18 000. Il a été revendu 6 mois plus tard par un spéculateur, $50 000. Enfin, vraiment, c'est... Et donc, son galeriste attendait. Et il était en train de faire, donc, au moment vraiment de la rupture, quand il a compris que vraiment, c'était fini. Ça faisait 4 ans qu'il attendait que Peter revienne. Il était en train de peindre un double portrait de 2 amis à lui qui s'étaient rencontrés par Peter. Donc, quelque part, il gardait un lien avec ce double portrait. Ce portrait est attendu. Il peut être sûr qu'une fois achevé, il va se vendre à nouveau à un prix très important pour l'époque. Et tout à coup, le désir de l'achever disparaît. Ben, il n'a plus envie. Il n'a plus envie de peindre de double portrait. Il n'a plus envie, point. Il s'arrête. Voilà. Il le dit qu'il a arrêté. Il n'en parle pas, il n'élabore pas là-dessus. Et j'admire quelqu'un qui, quelque part, sort de sa formule, est capable de ne pas être prisonnier du succès, de la formule. J'ai plus envie, voilà, c'est tout. Il ne sait pas ce qui va venir après, hein. Il n'a plus envie de peindre ça. Donc il y a ce moment-là, et il y a un autre moment qui, pour moi, a été très important, auquel j'ai donné un très grand rôle. Je ne sais pas grand-chose sur ce moment-là. Je sais simplement qu'il est reparti vivre en Californie en 1978, parce qu'il était trop connu à Londres, il était trop envahi, il avait tout le temps sollicité, trop d'amis, trop une espèce de tourbillon autour de lui. Il ne retrouvait pas le vide à partir duquel on crée. Et donc, il a décidé de partir en Californie, où finalement, il était à peu près anonyme. Et où il avait beaucoup peint à l'époque de Peter. C'était l'époque de la grande peinture, du succès. Et il part là-bas, et il a tout de suite une idée pour un grand tableau. Il se dit qu'il va peindre la rue où se trouve son atelier, qui s'appelle Santa Monica Boulevard. Et il va peindre le mouvement de la rue, comme s'il était en voiture. Quand on le regarde, on doit avoir l'impression de rouler lentement dans sa décapotable avec lui. Ça va être un très long tableau, parce qu'il faut le mouvement de la rue. Il va passer presque 2 ans sur ce tableau. Il n'y arrive pas. Il n'en est pas content. Ça ne marche pas. Donc il a déjà eu l'expérience 2 fois. Il a eu l'expérience avec mes parents. On peut montrer le tableau, qui est un tableau magnifique, qui est aussi un tableau que, alors, si vous connaissez David Hockney, j'adore ce tableau. J'en parle beaucoup dans le livre, donc ça, je vous laisserai aller voir. Mais il a estimé à un moment qu'il avait raté ce tableau, il l'a arrêté et il l'a repris, parce que son père l'a d'abord vraiment, si vous me permettrez le mot, engueulé d'avoir arrêté ce tableau. Et il l'a repris, pas à cause de son père, je pense, mais il l'a réussi. Donc c'est un tableau qui lui a aussi pris presque 2 ans de sa vie. Donc il sait que l'échec fait partie du processus de la création. Donc quand il n'arrive pas à peindre Santa Monica Boulevard, il attend le moment où il va y avoir le déclic, l'intuition, le moment où il va être face à ce tableau. Ah, je sais. De même, le portrait d'un artiste, c'est ce que vous vouliez me faire dire tout à l'heure. Il avait peint, et le galeriste dit, magnifique ce tableau, mais David, il est là. Non, il est raté ce tableau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout à coup, un matin, il se dit, c'est l'angle de la piscine qui est faux. Et il a tout recommencé. Donc là, avec Santa Monica Boulevard, il attend le moment du déclic. Et on est en 80, il est allé voir l'exposition, l'énorme rétrospective de Picasso au MoMA à New York, qui a occupé tout le MoMA, les 48 salles du MoMA. Et alors Picasso est un dieu pour David Hockney, hein, vraiment, il adore Picasso, il a toujours adoré, c'est pour lui vraiment le plus grand génie en peinture. Il sort de cette exposition complètement enthousiaste, avec l'envie de peindre, il retourne en Californie, il entre dans son atelier,
il a ce grand tableau sur le mur du fond. Il est là, il a été absent pendant 3 mois. Il espère que son regard, ça y est, s'est renouvelé. Il le regarde et il dit à son assistant, enlève-le, détruis-le. Voilà ce que je sais, moi. Et on en parle dans la biographie, voilà, c'est bon, voilà, il a détruit le tableau, puis il est passé à autre chose. Non, hein, c'est quand même... vous imaginez, pour un artiste, 2 ans sur un... moi, évidemment, en tant qu'écrivain, je me suis identifiée parce que j'ai passé 2 ans sur un livre. J'ai passé 2 ans sur un livre. À un moment, c'était entre 2002 et 2004. J'avais en plus un enfant très petit. Bon, voilà, je sais pas si les choses étaient liées, mais il y avait un sentiment de stérilité. J'arrivais pas à avoir un deuxième enfant. Enfin, il y avait un moment, j'arrivais pas à faire les choses. Et j'étais là enfin, j'écrivais ce livre qui s'appelait Autoportrait avec amis et qui était l'histoire de mes amitiés. Et je devais avoir des doutes parce qu'il y avait quelque chose, je sais pas comment dire. Je donne souvent à lire mes livres à un petit groupe, 4-5 amis. J'aime bien avoir des échos. Et c'est important pour moi d'en avoir plusieurs à la fois. Et je pense que ça fait écho à des choses en moi. Et là, dans les 4, 5 ou 5, 6 amis, il y en avait peut-être la moitié qui m'a dit « Oh, j'adore, enfin, j'aime beaucoup, c'est très vivant, c'est très intéressant ». Il y en avait quand même la moitié, dont ma mère, qui m'avait dit « c'est pas bien ». Et ça me perturbait beaucoup, surtout ma mère. Je n'avais pas montré à mon éditeur. Et puis, on était donc en juillet 2005, je pense, et j'avais une dernière amie qui avait le manuscrit, une amie dentiste. Et elle me téléphone en Bretagne et elle me dit « Catherine, j'ai lu tous tes livres, de A à Z, et vraiment, je les ai tous aimés. Et là, je me suis ennuyée d'un bout à l'autre. Et je pense que ce livre est raté et qu'il n'est pas récupérable, comme un bridge mal posé. » C'est l'expression qu'elle a employée. Et elle m'a dit « Je pense que tu es à la fin d'un cycle et qu'il faut que tu te donnes plus de liberté, que tu ailles ailleurs. » Mais bon, moi, j'ai passé la nuit suivante sans dormir. Je me rappelle encore la tempête de pluie, la pluie qui tombait sur le toit en Bretagne, et à faire face à une impuissance absolue, et à me dire, probablement, je n'écrirai plus jamais de livre. Bon, alors pour l'anecdote, je vais raconter, si vous aimez bien les anecdotes, je vais vous en raconter une autre. C'est l'époque où Teresa Cremisy a quitté Gallimard. Et Teresa Cremisy dirigeait la fiction chez Gallimard, après elle est devenue PDG de Flammarion. Donc je l'aimais beaucoup, beaucoup. Et Antoine Gallimard, qui à l'époque connaissait pas bien les écrivains, il ne s'occupait pas tellement à l'époque du côté littéraire de la maison, avait très très peur que Teresa embarque les écrivains en partant, parce que c'était elle qui s'occupait des écrivains. Et il avait pris rendez-vous avec chacun des écrivains de la maison, il y en a beaucoup, hein, pour savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Et donc j'avais eu droit à mon petit rendez-vous de 2 minutes, et je ne sais pas comment je savais qu'il avait une maison en Bretagne, il avait dû me le dire, et moi j'avais dit, j'aimerais bien que vous m'invitiez à manger des crêpes en Bretagne. Il avait dit... Absolument, aucun problème. Ouh, celle-là, je m'en tire à bon compte. Les crêpes, ça va, c'est pas trop cher. Bon, c'est bon. Et donc je crois 2 jours après ce coup de fil de mon ami dentiste, il vient me chercher. Parce que je dis non, je conduis pas. Il me téléphone pour m'inviter à manger des crêpes, mais je dis non, moi je conduis pas, il faut venir me chercher. Et donc il vient me chercher, c'est quand même à 1 heure de chez moi. Il se perd en route. Enfin bon, j'avais pas non plus de téléphone adéquat. Enfin, il erre pendant 3 heures. Enfin, Antoine Gallimard perdu dans sa 2 chevaux quelque part, finit par arriver. Et nous partons ensemble et en voiture. Il me pose quelques questions. Et puis je lui dis, écoutez, je sais plus comment je l'appelais, Antoine, monsieur. Je pense que je n'écrirai plus jamais. Il me regarde, on était sur l'autoroute, je crois, et je lui dis « Vous voulez que je descende de voiture ?» Non mais vraiment, il s'est dit « Mais qu'est-ce que je fais ?» Je me dis « Il vient de passer 3 heures perdu sur ces routes de Bretagne pour un écrivain qui n'écrira plus. Mais quel délire, mais quelle perte de temps. » Et puis, c'est assez drôle, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de rationaliser, comme ça, il s'est dit « Oui, mais les écrivains ont parfois des crises. » Ce qui était vrai, en l'occurrence. Ce qui est bien vrai. Alors voilà. Bon, ceci pour l'anecdote. Toujours est-il que c'est vrai que du coup, j'ai prêté à David Hockney. J'ai pensé que ce moment où il dit à son assistant « Enlève-le, détruis-le », c'est un moment crucial. Ça peut pas ne pas être un moment crucial. Ça fait 2 ans qu'il travaille sur ce tableau. Tout ce que lui n'exprime pas, c'est un peintre, c'est pas un écrivain. Tout ce qu'il n'a pas non plus dit dans ses interviews, je l'ai imaginé, mais en pensant être très proche de la réalité. Donc, j'ai imaginé ce qui peut-être n'est pas vrai, une nuit d'insomnie très semblable à la mienne. Bon, il faut bien que je prête un peu. Puis j'ai inventé ce personnage, qui existe, mais qui était le fils. Parce qu'après, il s'est passé une autre chose dans sa vie de très importante. Les années qui suivent, qui sont les années 80 et 90, vous pouvez imaginer, ce sont les années SIDA.
Et David Hockney, il a énormément d'amis qui sont morts, des dizaines et des dizaines d'amis. Vous pouvez imaginer les milieux homosexuels et artistiques de New York, Los Angeles, Londres et Paris, une hécatombe. Et donc pendant 15 ans, il s'est rendu à des enterrements, je ne sais pas combien de fois par an. Et en plus, ses meilleurs amis sont morts de cancer. Enfin, il est entouré de morts. C'est le 4e chapitre de mon livre. Il n'en parle pas du tout. Il n'en parle jamais nulle part. Donc, c'était pas évident. Il dit qu'il a beaucoup d'amis qui sont morts. C'est après tout ce qu'il dit qu'il est allé à beaucoup d'enterrements. Et voilà. Et que lui, pendant ce temps, il peint des tableaux très colorés. Et moi, j'ai cherché à donner sens à son travail par rapport aussi à toutes ces morts auxquelles il faisait face. En même temps, comme c'est un roman, et que le roman est assez court, il n'a que 180 pages, que je ne peux pas rentrer véritablement, à part son histoire avec Peter, où il y a pas mal de détails, je ne peux pas rentrer dans l'intimité de ses amitiés, de ses amours, parce que je n'ai pas la matière. C'était pas facile, et je voulais que le lecteur, lisant le livre, sente de façon sensible, un roman, on le perçoit de façon sensible, la mort. Et que vraiment, si on dit juste un tel est mort, un tel est mort, un tel est mort, qu'est-ce que ça vous fait? Surtout si un tel, vous n'en avez jamais entendu parler. Je dis oui, ses amis, voilà. Et donc j'ai pensé qu'il faut absolument que je donne vie à quelqu'un dans le livre. Et il faut qu'il y ait une personne qui prenne vie et que cette personne ensuite meure. Et j'ai hésité. Bon, il y avait déjà son ami Henry qui est là un peu, qui est quand même présent et qui est mort d'un cancer à 59 ans. Bon, je parle de lui aussi, mais je voulais que ce soit quelqu'un d'autre. Il y avait le choix entre soit le premier ami de David Hockney qui meurt du sida, qui est un mannequin qui s'appelle Joe McDonald, sur lequel je ne sais rien, qui est le premier, et au début on ne savait pas. Pneumonie, et puis on comprend que c'est ce qui s'appelle le cancer gay, et puis voilà, après le sida débarque vraiment l'un après l'autre. Et puis il y avait aussi dans sa vie un jeune garçon, enfin c'est pas dans sa vie, c'est que c'était le fils d'une de ses meilleures amies, Anne, qui remontait à l'époque du Collège Royal à Londres. C'était la femme d'un de ses camarades, et ils sont restés amis, et elle a eu cet enfant. Enfin, j'ai calculé les dates, qui est né exactement l'été où lui a rencontré Peter, en 66. Tout ce que je savais de ce garçon, c'était son nom et la date de sa mort. C'est pas beaucoup. Et je me suis dit, c'est à lui que je veux donner vie. Et je savais aussi qu'il était allé en Californie avec sa mère 2 fois chez David pour des vacances, 3 fois. Et voilà, donc j'ai pas fait grand-chose. En particulier dans le moment de l'épisode du tableau, je lui ai donné un rôle. C'est lui avec ses yeux d'enfant qui, quelque part, révèle à David ce qui ne fonctionne pas avec ce tableau. Le tableau de Santa Monica Boulevard. Et c'est à partir de là qu'on entre dans cette complètement nouvelle époque de la peinture de David Hockney, qui est cette peinture dans laquelle il a le désir de faire rentrer le temps, l'espace et le temps, la durée temporelle, alors que jusque-là, il peignait à partir de photos, mais la photo, c'est un instant, c'est un cliché, c'est un moment, et lui, ce qu'il veut, c'est faire rentrer la durée dans la peinture. Et il va le faire de plusieurs manières, par la peinture et par ensuite tout ce qui est des photocollages. Donc il fait des photos, mais pas du tout pour la photo, pour mettre toutes ces photos ensemble qui représentent différents moments, différents aspects d'un lieu, différents aspects d'un visage, différents moments d'une scène. Et il fait des peintures photographiques où il colle tous ces moments ensemble. Et c'est ça l'idée, c'est l'idée de remettre le temps à l'intérieur de la peinture. Et la perspective, j'ai envie de dire, parce qu'au fond, je vais vous montrer quelques collages. Ça commence justement, enfin c'est ce que vous nous racontez dans le roman, un voyage au Japon, où il va dans un jardin zen et il veut prendre une photo. Et il se rend compte, nous dites-vous, que sa photo va forcément donner une forme au jardin qui n'est pas la forme de ce jardin, mais que la prise photographique va le dénaturer. Et donc, il a l'idée à ce moment-là de prendre plusieurs photos pour restituer la dimension. Et je trouve que c'est encore une fois un travail sur la perspective. Il a toujours cette problématique de retrouver un point de vue ou de créer un point de vue qui serait plus éclairant, soit dans les lignes de ses peintures, soit dans l'usage des matériaux comme avec les photos. Et le temps rentre dans cette question de la perspective. Oui. La question de la perspective, elle est essentielle parce qu'en fait, David Hockney passe son temps à se battre, je dirais, contre la perspective. La perspective qui, pour lui apparaît comme une sorte de rétrécissement. Il dit en fait, la perspective, qui est un peu la règle de la peinture depuis le XVe siècle, depuis l'invention de la perspective, justement, il dit c'est une convention. C'est une façon de voir, mais c'est une convention. C'est pas réel, en fait. Le réel n'a pas cet aspect-là. Et son idée, c'est de réintroduire dans la peinture, pas seulement donc, la perspective telle qu'on la voit dans la photo, mais une façon de voir qui est une façon de voir intérieure, qui est une façon de voir avec la mémoire et avec les humeurs. Et c'est d'ailleurs l'idée du cubisme.
Il dit le cubisme, en fin de compte, qui a été très vite évincé à cause d'abord de l'arrivée de la photographie qui a pris la place de la peinture. Mais il dit le cubisme, c'était ça. Qu'est-ce que c'est le cubisme? Vous pensez à un portrait cubiste de Picasso, vous voyez un portrait avec plusieurs yeux, plusieurs nez. Il dit, vous approchez de quelqu'un pour l'embrasser, de très près, c'est ça que vous voyez. Vous voyez les nez se dédoubler, les yeux se dédoubler. Donc, quand vous avez un tableau qui montre ce dédoublement, ce tableau produit aussi l'intimité, la proximité. Donc il y a tout un contexte qui est donné par cette façon de peindre. Et David Hockney donc, invente ce concept, alors il le trouve aussi ailleurs, mais ce concept de perspective inversée. Au lieu d'avoir la perspective, donc la ligne de fuite à l'infini, il met la ligne de fuite dans l'œil du spectateur. Et donc il peint tous ces objets avec cette perspective inversée. Il dit en fait c'est pas moins réel. Au contraire, ça rend les objets beaucoup plus humains, beaucoup plus affectifs. Et c'est très caractéristique de sa peinture. Est-ce que vous avez travaillé avec des tableaux de David Hockney affichés sur les murs pour vous inspirer ou trouver des réponses? Et si c'est le cas, est-ce que vous êtes toujours entouré de ces tableaux? Alors déjà, pendant 1 an, j'ai en effet eu autour de mon bureau toutes sortes de catalogues, enfin énormément. Oui, j'ai passé mon temps à regarder, puis je suis allée en mars, donc à Londres, pas seulement pour me promener dans Holland Park, mais pour voir l'exposition. La rétrospective était à ce moment-là à Londres, avant d'aller à Paris. Et moi, j'ai écrit surtout le livre, la première version, entre janvier et mai. Et ensuite, j'ai retravaillé pendant l'été. Donc j'ai vu 2 fois la rétrospective. Je l'ai vue à Londres et je l'ai vue à Paris. Après, je l'ai revue à New York, mais le livre était déjà rendu. Donc oui, j'ai beaucoup travaillé avec ces tableaux, énormément. Mais les voir en vrai, c'était différent de les voir en catalogue. J'ai passé à chaque fois 4 ou 5 heures dans l'exposition à prendre des notes, à vraiment regarder, à rester assise, à regarder ces tableaux. Il y a parmi ces tableaux certains que je préfère à d'autres. Il y en a vraiment que j'adore. J'adore les doubles portraits, je les trouve absolument magnifiques. J'adore aussi certains des paysages à la fin. J'adore la terrasse aussi, d'ailleurs. Celle-là, il en a fait des dizaines de versions à différentes époques de sa vie, mais c'est parce qu'il passe tellement de temps sur sa terrasse. C'est la terrasse de sa maison à Los Angeles, et il a peint toute la terrasse en bleu de Prusse et en bleu vif, comme ça. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, il raconte ça, je ne sais pas s'il me l'a raconté ou si je l'ai lu, qu'en fait, il avait donc peint ses tableaux de mémoire, les premiers tableaux de sa terrasse, et après, il est rentré à Los Angeles et il a vu que la terrasse était beaucoup moins bleu vif que dans ses tableaux. Et alors, il a repeint la terrasse. C'est un peu à l'infini, comme ça. Non, je pense qu'il y a quelque chose que j'aime dans sa peinture qui est de l'ordre du plein et du vivant. Et c'est là où je disais que quand l'éditrice m'avait demandé d'écrire sur lui et qu'elle voyait un lien, je pense que dans mon écriture, il y a quelque chose, je ne sais pas comment dire, qui relève du plein aussi. Je ne sais pas comment le dire, mais de l'intensité du vivant, en fait, du désir que ce soit vivant. Et je pense que c'est là où il y a un lien. Mais lui est certainement bien plus malin que moi. Voilà. Enfin, en tout cas, voilà. Je ne vends pas 20 millions d'exemplaires. Je ne sais pas si ce serait possible, d'ailleurs. Vous parliez du désir. Je voudrais montrer le tableau qui s'appelle Bigotries, qui est un espèce de projet absolument invraisemblable, qui est constitué de 50 toiles collées. Bigotries Near Water. C'est un tableau immense, vraiment immense. Ce qui lui a permis de réaliser Bigotries Near Water, c'est l'utilisation de l'ordinateur. Il a une sœur dont il est assez proche et qui est très très bonne en informatique. Et elle lui a appris à scanner, enfin, elle a utilisé l'ordinateur, donc il a en fait composé le dessin du tableau qu'il a scanné. Et grâce à ça, il a pu peindre, parce que son idée c'est de peindre au dehors, sur le motif, comme Monet faisait, mais à chaque fois de n'avoir qu'une toile à sa hauteur. Enfin, il ne peut pas monter sur une échelle en pleine nature. Donc grâce à l'ordinateur, il a pu peindre chaque tableau séparé et après il a pu les mettre ensemble. Et votre éditrice chez Gallimard, qui avait commandé un texte de 40 pages, qui se retrouve le bec dans l'eau. Alors, en effet, vous avez raison. Quand vous dites qu'elle se retrouve le bec dans l'eau, elle n'a même pas commencé la collection. Mais quand je lui ai envoyé, parce qu'au début, d'habitude, moi, je ne montre jamais pendant que je suis en train d'écrire. Donc déjà, ça me perturbait beaucoup, mais il fallait quand même que je lui montre ce que j'étais en train d'écrire pour savoir si elle allait convenir ou pas pour sa collection. Je l'avais prévenu que c'était biographique. Elle avait dit, faites ce que vous voulez. Simplement, en 40 pages, moi, je n'avais écrit que le tout début, la jeunesse, à peine 2 chapitres.
Et je lui ai envoyé, mais moi je commençais déjà à me dire, mais non, mais c'est pas pour un livre illustré, il faut pas qu'au contraire qu'il y ait des images. Les images, elles viennent de l'écriture. C'est un roman. Et en fait, elle a été perturbée, elle, par le fait qu'il y avait des choses tellement intimes. Dans ces 2 premiers chapitres, la scène du cinéma quand il a 14 ans, cet homme s'assied à côté de lui, et puis la scène plus tard, quand il va retourne à Londres voir le film sur lui, et qu'il voit ces images de Peter, et qu'il y a cette réaction terrible quand il sort de là, et que j'écris cette phrase, plus jamais il ne laisserait personne voler des bouts de son cœur ou de sa vie privée, ou quelque chose comme ça. Et donc elle s'est dit, oh là là, mais il va nous faire un procès. Alors, c'est une phrase que moi j'ai imaginé ça, mais j'avais aussi peur qu'elle quelque part. Mais elle s'est dit, oula, très bien. Elle a eu peur. Et alors, justement, la dernière question que je voulais vous poser, c'était, vous disiez que vous êtes à la fin heureuse qu'il n'y ait pas d'illustration qui accompagne ce texte. Ce qui est assez fascinant, c'est que vous parlez des tableaux, vous les ébauchez sans les décrire. Vous faites confiance à la puissance de la littérature ou au lecteur qui connaît les tableaux de David Hockney ? Ah non, pas au lecteur qui connaît les tableaux de David Hockney. Non, mais en même temps, c'est vrai que beaucoup de gens... C'est un pari audacieux, parce que c'est vrai qu'ils sont ébauchés. Et en même temps... Parce que c'est pas ça qui est important. C'est vraiment le trajet de l'artiste. C'est ça qui est important. C'est pas le résultat. C'est ce qui a conduit au résultat. C'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est le moment de la création, quoi. C'est ce qui conduit à la création. Donc je suis pas là pour décrire les tableaux, parce que le bleu est une couleur importante pour David, donc je parle du bleu. J'étais très contente quand j'étais à l'exposition à Beaubourg, parce que j'ai vu ce petit tableau que j'avais vu nulle part, et qui s'appelait « Homme courant vers quelque chose de bleu ». Et en fait, c'était un dessin qu'il avait fait quand il était encore étudiant. Et il avait fait une tache de peinture bleue en haut, et ce homme courant vers quelque chose de bleu. Donc j'ai réutilisé ça en disant, oui, le bleu, c'est une couleur vers laquelle on a envie de courir. C'est très frappant. Vous voyez, ce bleu-là, il est magnifique, ce bleu de David Hockney. Les gens qui lisent le livre, la plupart, ils vont aller regarder les tableaux. Ça leur donne envie. Vraiment, ça leur donne envie. Et même ceux qui n'aimaient pas David Hockney, ils se sont mis même à l'aimer parfois à cause de ce livre. Enfin, c'est assez étrange. Ça change leur opinion. Mais bien sûr, qu'on fasse ça, c'est tout à fait naturel. Mais le livre se lit par ailleurs tout à fait indépendamment des tableaux. On a envie par curiosité, mais ce n'est pas essentiel. C'est un roman sur un artiste. Et David Hockney en est l'exemple, parce que d'abord, j'ai pu, quelque part, il y a eu un processus d'identification, mais aussi parce que c'est un artiste généreux en interviews, en mots. Il y a beaucoup de matières dont je pouvais m'emparer, ce qui ne serait pas le cas de tous les artistes. Donc il y avait cette rencontre à la fois entre une proximité, j'ai senti une proximité avec lui, avec son travail, et en même temps, il y avait toute cette matière que j'ai pu utiliser. Mais je ne le referai pas. Moi, je ne vais pas lancer une collection, je ne vais pas me mettre avec... J'écrirai pas sur un autre artiste, et je l'ai fait. C'est-à-dire, c'était vraiment, grâce à David Hockney, j'ai pu écrire sur la création. Catherine, merci beaucoup pour cette vie de David Hockney. Et je vous invite à découvrir cet artiste à travers cette vision très objective et très subjective, effectivement. Et c'est un parcours de création assez étonnant. Merci beaucoup pour ce texte. Vous venez d'écouter une rencontre avec la romancière Catherine Cusset, enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 19 juin 2018. Son roman « Vie de David Hockney » est paru aux éditions Gallimard. Catherine Cusset est l'auteure de 13 romans édités chez Gallimard, comme Indigo, Une éducation catholique ou L'autre qu'on adorait pour les plus récents. Son œuvre est traduite en 18 langues.